Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Stanislas Verjus-Lisfranc. Salut Stanislas, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ouais, bien sûr, déjà merci beaucoup pour l'invitation, ça fait très plaisir. Du coup, je m'appelle Stanislas Verjus-Lisfranc, je suis un ex-journaliste et je me suis reconverti, on va dire, dans le no-code en 2019, avec pas mal d'outils et pas mal de choses pour permettre aux gens de faire des applications mobiles sans coder. Et ensuite, dans les bureaux virtuels et dans tout l'environnement, on va dire, du remote, du métavers 2D, des bureaux virtuels 2D, en 2022, janvier 2022. Et depuis, je navigue entre no-code, bureaux virtuels, création de contenu, communauté, tous ces aspects-là, assez chouettes. Donc tout, on va dire, tout ce qui est autour de l'Internet. J'aime bien dire que je suis informaticien plus. Ouais, moi j'ai tendance à dire la même chose quand on me demande la fameuse question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Bon, je suis informaticien. Exactement. Ouais. Moi j'ai la double casquette. Est-ce que tu as la version longue ou la version courte ? Sur des versions courtes, je suis informaticien plus. Et la version longue, j'aime bien avoir des trucs un peu qui posent la question qui interloquent les gens. Donc soit je dis que je fais du no-code et les gens savent pas ce que c'est. Soit je dis que je construis des bureaux virtuels en 2D et les gens savent encore moins ce que je fais. Du coup, il y a la question de mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, tu sais que tu peux commencer à rentrer dans le détail. Ça a intéressé la personne. Ouais. Et donc aujourd'hui, on va parler de monde virtuel. C'est un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois dans ce podcast, notamment avec l'entreprise d'immobilier qui faisait du monde virtuel, une entreprise qui était mondiale et qui du coup avait un monde virtuel en 3D cette fois pour regrouper ses employés. Il y a aussi Christophe Mélanie il y a pas très longtemps qui est venu nous parler de son agence de marketing et ils avaient mis en place un Lemverse. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans le podcast de temps en temps. Et du coup aujourd'hui avec toi, comme c'est vraiment ta spécialité, j'ai décidé de mettre le focus sur les mondes virtuels et comme ça on va essayer de traiter un peu le sujet de manière presque exhaustive, voir un peu ce que c'est que les mondes virtuels, pourquoi est-ce que les mondes virtuels ça a un intérêt pour le télétravail et comment est-ce qu'on met ça en place, etc., quelles sont les différentes solutions. Je vais essayer au mieux. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices, parce que c'est quelque chose qui est très visuel. Ouais. Non mais en fait c'est toujours très compliqué quoi. Comme c'est quelque chose qui est très visuel, venir en podcast expliquer comment ça, il y a les fonctionnements. Tu sais, si tu veux vraiment te projeter. Ouais. Est-ce que t'es un peu complexe. Alors mais je vais essayer de faire au mieux. Ouais. Alors déjà, ce que je ferai, c'est que dans la description, moi j'ai créé un petit monde virtuel 2D sur tes recommandations d'ailleurs. Je vais mettre le lien dans la description, comme ça les gens pourront aller essayer, aller voir, et j'essaierai de m'y connecter. Comme ça, on pourra discuter ensemble là-bas. J'ai un groupe WhatsApp aussi sur lequel je vais qui est ouvert et sur lequel je vais partager le lien, comme ça les gens pourront tester. Mais en fait, sur les différents podcasts dans lesquels on a parlé du monde virtuel, les gens, je pense, ont assez bien compris l'usage. Alors effectivement, après, il faut aller voir pour se rendre compte, mais je pense qu'en termes d'usage, les gens comprennent assez bien l'intérêt du truc. Et du coup, toi, t'es fondateur de l'agence Traverse, c'est ça ? Exactement. J'aime bien parce que c'est dit un peu, mais c'est drôle parce que j'ai des étudiants qui me faisaient remarquer en disant vous avez fondé plein de trucs, monsieur. Je leur dis, vous savez, aujourd'hui, fondateur, ça veut juste dire qu'on est solo mais qu'on n'a pas envie de mettre freelance. Ouais, c'est ça. Mais on va dire que j'ai fondé l'agence Traverse avec moi, avec 2 personnes. Okay. Moi et mon moi du futur. Parce que c'est toujours important d'avoir je sais plus à qui je vole ça, parce que cette phrase très drôle. Ouais. Dans ma boîte, on est 2, c'est moi et mon moi du futur. Et du coup, je suis désolé si jamais j'ai volé cette session à quelqu'un. Je l'envoie. Et du coup, t'es spécialisé dans la mise en place de monde virtuel, c'est ça ? Tu fais du no-code à côté, mais Ouais, totalement. En fait, c'est ça, on va dire, c'est 50% de mon business, je fais 50% de no-code et 50% de bureau virtuel. Déjà parce que le marché est pas gros aujourd'hui, il y a un grand besoin d'évangélisation, de venir expliquer l'intérêt, d'aller chercher les gens, et que le sales, le gros, aller chercher des clients, c'est un métier. C'est pas un grand point fort que j'ai, même si j'essaie de le travailler beaucoup. Ouais. Et de base, j'étais spécialisé vraiment en design de monde virtuel, c'est qu'on accompagnait vraiment les entreprises, donc on est intégrateur de solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des outils qui existent pour faire des mondes virtuels. Il y a des outils comme GatherTown, WorkAdventure, Lemverse, Remoteless, Refty, bref, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent, qui sont presque souvent basés un peu sur la même techno. Il y a Gather qui a sa techno,
Et après, il y a une techno. Alors, il y a pas une petite bataille, mais voilà, il y a une technologie qui a été open sourcée de base par Workal Ventures, si pas de bêtises. Après, des personnes sont allées utiliser l'open source, du coup, pour développer un peu des technos à droite à gauche. Mais voilà, c'est c'est pas un peu un tabou, mais voilà, il y a un peu des débats là-dessus. Mais de base, on faisait vraiment du design et du coup de l'intégration. Ok. Donc, on était vraiment sur la base où les gens nous contactaient, on arrivait et on créait l'espace. Donc, on était un peu, j'étais payé à colorier des pixels, vraiment à être un peu architecte de bureau virtuel. Et maintenant, on accompagne un peu plus les entreprises, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un grand besoin de rétention, d'accompagnement et de conseil. Et donc, en plus de faire du dessin, de colorier des pixels, on vient vraiment accompagner les entreprises sur tout ce qui va être comment est-ce qu'on prend en main l'espace, comment est-ce qu'on adapte les gens, comment est-ce qu'on est bon en remote, comment est-ce qu'on change un peu la culture. Donc, il y a vraiment ce côté conduite du changement, coaching, consulting, en plus d'avoir la partie design où on vient décorer des murs, placer des bureaux, des tables, et mettre une plage en plein milieu de la salle de réunion. Tout le monde a rêvé de faire une réunion les pieds dans le sable. Et du coup, donc tu disais que c'est des gens qui te contactent pour mettre en place des bureaux virtuels. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quel type de client est-ce que c'est? Est-ce que c'est des petites entreprises, des grosses entreprises, des moyennes, des entreprises plutôt dans la tech ou rien à voir? Et puis, ouais, déjà, quel type de client t'as? Aujourd'hui, les clients qu'on a, c'est des clients qui sont plutôt, on va dire, start-up et tech, et qui ont un point commun souvent, c'est qu'elles travaillent en remote, assez étonnamment, ou en télétravail. Alors pour moi, il y a une petite différence, c'est pas mal parce que là je peux appuyer dessus, c'est pour moi il y a une grande différence entre le remote et le télétravail. C'est que le télétravail, c'est l'entreprise qui vous dit, bah vous allez travailler de chez vous, et puis tu travailles dans ton canapé, tu travailles par terre dans ton lit, etc. Et le remote, c'est vraiment un choix de pas avoir de bureau, de mettre en place un écosystème pour que les salariés soient bien à distance, donc il y a un bureau, un espace de travail. Donc il y a vraiment cette culture un peu du remote qui est pas forcément la même qu'en télétravail. Parce que le remote, il y a un peu cette culture asynchrone, de weekly, de rendez-vous. Là où le télétravail, c'est juste tu travailles depuis chez toi. Donc ça amène des choses différentes, mais nous, les boîtes qu'on a aujourd'hui sont des boîtes en remote. Donc on a vraiment cette culture de pas avoir de bureau, d'asynchrone. J'ai un très beau cas d'usage avec ASAPwork, qui est une boîte vraiment très chouette, avec Florent qui était le CPTO, le Chief Product and Technical Officer qui m'avait contacté. Ils ont commencé à 3-4 sur l'espace. Là, ils sont passés à 20. Et là, il m'a fait un message ce matin pour me dire qu'ils passaient à 50 et qu'ils emmenaient toute leur boîte sur Gazer dans les courants de la semaine prochaine. Donc c'est vraiment très chouette, ça a vraiment été un beau succès et une belle histoire d'équipes qui étaient et à Paris et à Marseille et un peu d'ici dans toute la France, des équipes un peu techniques produits, et maintenant toute la boîte qui rentre dedans, donc avec les commerciaux, le marketing et ces choses-là. Donc ça montre vraiment qu'il y a cet aspect-là. J'ai eu des contacts de grosses boîtes, notamment une très belle boîte, un grand compte pour de la formation, mais c'était trop early et étonnamment c'était pour une autre boîte un peu d'un grand compte aussi, c'était trop cher la solution. Alors que c'est 5 dollars par utilisateur, mais ils avaient ils auraient eu beaucoup de users et ils m'ont dit que c'était trop cher pour eux, la solution et l'abonnement en mois, mais sinon c'est plutôt des boîtes tech, des startups, on va dire dans la grande chose, et des startups on va dire de 20 personnes, en moyenne à peu près 20-30 personnes on va dire. J'ai pas encore réussi à craquer les scale-up ou les grosses boîtes. Mais j'essaye d'aller parler entre guillemets avec des entreprises plus grosses, et j'ai un peu du mal. Et comme je suis pas très bon en vente, je suis passionné de mon produit, mais je suis pas très bon dans le fait d'aller chercher. Je suis pas très bon dans le fait d'aller chercher les gens. Et donc ça, du coup, ça m'impacte aussi. Et tu peux pas essayer de leur vendre une solution on-premise, tu sais, en gros avec puisque c'est une techno open source, tu leur vends directement le truc chez eux, le serveur chez eux, monté et tout. Eh bien si, mais par contre il me manque une compétence, c'est que moi je fais du no-code, donc j'ai pas de compétences techniques. Donc en fait je pourrais même pas aller installer, je pense que si peut-être en ayant gratté, je pourrais aller installer et monter un serveur avec un outil qui tourne dessus, avec un Workal Venture, un truc comme ça qui tourne. Mais c'est pas mes compétences quoi. En fait j'aurais trop du mal à dire je vous vends ça et pas être sûr à 100% que je suis capable de délivrer ce que je vais vendre. Donc c'est pour ça que je préfère dire je préfère vendre ce que je sais vendre, c'est-à-dire des choses qui soient pas techniques, parce que j'ai pas de profil technique quoi pour monter quelque chose qui est technique. Alors oui, c'est intéressant l'histoire de la startup là, qui ont commencé à petit et qui grossissent. La question, je pense que beaucoup de monde va se poser, et je me la pose aussi en t'interviewant là, c'est pourquoi pas un Slack en fait, tu vois, parce que des boîtes qui bossent en remote, il y en a plein, et la plupart utilisent un Slack ou un Discord et tout ça. Quel est l'intérêt de passer sur un monde virtuel, et quel a été l'intérêt pour eux quoi? Tu vois, pourquoi est-ce qu'ils utilisent ça plutôt qu'un Discord? Moi j'incite les gens à utiliser Slack,
et à n'avoir que Slack pour commencer. Et à Zapport, du coup, ils utilisent Slack aussi à côté. Okay. Parce que pour moi, Slack, ça réagit très bien dans le rôle d'avoir de l'asynchrone. Donc le fait d'avoir des messages, d'avoir des traces sur ce qu'on va écrire, de pouvoir avoir des threads. Ouais. Je pense que c'est important d'avoir un Slack. Et en fait, ce que vient ajouter le bureau virtuel, et ça c'est intéressant, j'ai eu des échanges avec Raphaël, qui est un des cofondateurs et CEO de WeWeb, qui est un outil no-code qui utilise aussi Gazer, et en fait, qui est des bureaux virtuels, c'est qu'ils ont vraiment cette chose d'avoir le côté asynchrone sur Slack, et d'avoir tout le côté relationnel, discussion, day-to-day, quotidien, chat, machine à café, moment de groupe, meetings, dans un bureau virtuel. Et en fait, ça vient vraiment en complément, c'est un must-have. Aujourd'hui, si on me dit est-ce que c'est plus important d'avoir un Slack ou d'avoir un bureau virtuel, franchement d'avoir un Slack. Et à côté de ça, si tu sens qu'il y a des problèmes de culture entreprise, si tu sens qu'il y a des gens qui se sentent pas bien, qui ont des besoins de proximité, que tu as envie de retrouver des moments un peu d'instance je viens discuter avec des gens un peu au day to day, je vais pouvoir échanger et créer du lien et de la communication, le Gazer peut être hyper intéressant. Moi, j'avais bossé dans une boîte où j'étais tout seul au marketing et où ça m'arrivait du lundi matin jusqu'au mercredi, c'est-à-dire les 2 jours où on avait des réunions d'équipe, de parler à personne, parce que j'étais tout seul dans mon équipe et j'avais pas d'opportunité en fait de parler avec des gens, parce qu'on avait Slack et que j'avais pas fait un message sur Slack en disant yo, on va discuter 5 minutes. Donc ouais, t'es là dans ton chemin, et en fait dès qu'on a eu Gazer, ça change, parce que tu vois des gens, tu dis voilà, là je sais pas, je fais ma petite pause de 5 minutes, hop, je vais discuter avec la personne, ou alors je vois que la personne elle est au café, je vais me déplacer avec elle sur la map pour aller faire ça. Donc tu vois, je pense qu'il y a vraiment ce côté vraiment en fait c'est exactement comme dans le bureau, je vais faire ma pause cigarette, je croise quelqu'un dans l'ascenseur, je discute, je vais à la machine à café, je croise quelqu'un, je discute, j'ai une question, je peux aller le voir, même si derrière il y a des limites à imposer aussi, et c'est pas je vais déranger une personne toutes les 10 minutes. Alors donc il y a aussi des systèmes aussi de toi c'est intéressant, parce que le problème récurrent, le fameux problème de la machine à café, et du coup quand on est en télétravail, en remote, évidemment on se rencontre plus dans les moments informels, et du coup il y a souvent cette question du comment est-ce qu'on fait pour recréer des instants entre collègues qui soient pas des instants vraiment de travail pur, et qui sont en fait quand même des instants importants, parce que ça permet d'échanger de l'information, juste de faire équipe, créer la culture et tout ça. Donc tu vois, je pense que ça fait vraiment sens, cette histoire de machine à café, et de se regrouper tous dans un même endroit pour avoir un sentiment de tous bosser ensemble, alors que physiquement on est très loin. Par contre, je me pose un peu la question de comment ça marche, parce que tu vois, si donc j'ai créé mon petit monde virtuel hier, ça veut dire qu'il faut que je reste connecté à partir du moment où je bosse, je reste connecté sur ma map, ou sur la map de l'entreprise, sur mon petit bureau, et je sors, parce qu'en fait quand moi j'ai envie de faire une pause café, en vrai je m'en vais de mon bureau, tu vois. Donc ça veut dire que bien sûr, tu vois, comment est-ce que les gens s'organisent pour est-ce qu'il y a des rituels, est-ce qu'il y a il y a des endroits où tu te dis je suis focus, tu viens pas me voir, et des moments où je fais autre chose et j'ai pas besoin de trop focus, et donc auquel cas je suis dispo. Comment est-ce qu'ils s'organisent, ou comment est-ce que tu leur proposes de s'organiser peut-être? Tout dépend des boîtes. Il y a des boîtes qui ont un peu des rituels en disant une fois par semaine, on fait 1 heure un vendredi, où on est juste là pour discuter, pour jouer, pour faire du kart, pour faire des jeux. Donc ça, quand c'est des rituels, c'est un peu rentré dans les us et coutumes de la boîte, donc ça reste comme ça. Mais sinon, moi, ce que je peux conseiller de faire, c'est que, et là, je vais parler spécifiquement de Gazer, qui est un outil que j'utilise beaucoup, qui est un outil du coup de création d'environnement virtuel, spécifiquement de bureau. Il y a des modes, en fait, tu peux te mettre en mode ne pas déranger. Et moi, souvent, ce que je conseille, c'est, alors, souvent, moi je conseille toujours, mais ça c'est même pour n'importe qui, d'avoir 2 écrans quand ils peuvent chez eux. Je trouve ça plus agréable d'avoir 2 écrans pour travailler. Après c'est vrai que c'est un luxe, etc., mais c'est toujours plus pratique. Donc, ce que je dis aux gens, c'est que tu te connectes quand tu vas à Gazer. Souvent c'est bien de te dire quand tu travailles quand tu commences ta journée de travail, tu t'y connectes et tu te déconnectes quand t'as fini. Et donc t'as Gazer dans un de tes onglets, dans un de tes écrans où tu vas passer ta journée. Quand t'es vraiment en deep focus, donc en focus de travail un peu intense, t'as une option, tu peux mettre ne pas déranger. Je crois que c'est CTRL Maj U sur les raccourcis clavier. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que t'as un petit pastille rouge qui s'affiche à côté de ton prénom, et que personne peut venir ni te ringuer, ni te parler. Même si les gens viennent te parler, t'entends pas le son. Donc vraiment, c'est en mode, laissez-moi tranquille, je suis dans mon focus. Et il y a des moments où t'es un peu moins focus, où tu peux être dérangé, où tu peux avoir envie de discuter. Soit tu retires ça, et à ce moment-là, les gens peuvent t'envoyer un message pour venir discuter. Soit tu te dis, je vais me mettre dans une pièce prédéfinie dans une pièce spéciale qu'on a prédéfinie pour être l'espace un peu, dérange-moi, si tu veux. Et à ce moment-là, du coup, il y a ça. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, je faisais même un truc, c'est quand je bossais sur des tâches pas forcément hyper focus, j'allais assister le mettre dans la salle où il y avait des réunions. Donc, par exemple, la réunion d'équipe tech, juste parce que j'aime bien avoir un peu ce côté un peu présence, quoi. Moi, aujourd'hui, je vis avec la radio,
le matin quand je me réveille parce que j'ai l'impression d'avoir des gens chez Ouais. moi. Bah là, c'est un peu pareil, tu vois, ce sentiment de présence, d'avoir des voix. Ouais. Ok. Ou d'avoir aussi de l'interaction avec des gens. Donc ça dépend un peu spécifiquement des boîtes. Et c'est pour ça qu'on a rajouté aussi le coaching en travers, c'est que du coup on accompagne des boîtes au cas par cas en disant bah voilà comment on fait, voilà ce que vous pouvez mettre en place, voilà les recos qu'on peut faire, ou alors si on travaille spécifiquement en disant bah voilà pour votre boîte on peut mettre ça en place. Et en fait on se rend compte qu'il y a aussi un grand besoin d'accompagnement sur la partie remote, qui est évidemment un nouveau mode de travail. Il y a GitLab qui a sorti un doc, il y a un guide. Zapier a sorti un guide aussi incroyable. Il y a pas mal de boîtes. Dropbox aussi a sorti des guides sur le remote, hyper intéressant sur comment bien travailler. Mais c'est vrai que c'est un enjeu aussi de gérer une boîte en remote, de pas avoir les équipes sous les yeux, de pas pouvoir discuter. Et c'est un travail au quotidien parce qu'en fait le sentiment d'être mis de côté ou de silotage que tu peux avoir dans une boîte en remote, elle est très forte. Oui. Ouais, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose dont on a parlé. On avait parlé plusieurs fois et il manque. Donc il y a beaucoup de ressources en anglais, enfin beaucoup, non, mais il y a de la ressource en anglais, plutôt bien faite. Effectivement, GitLab c'est génial, Dropbox que j'ai eu sur ce podcast aussi, ils ont fait pas mal de trucs sur le sujet. Mais en français il y a pas grand chose et c'est clair et net. Et je pense que en plus le Covid, tu vois, ou tout le traitement médiatique qu'on a eu autour du Covid et du télétravail n'a pas aidé. Et du coup, on voit vraiment le télétravail comme juste je reste chez moi. Et en fait, c'est pas compliqué. Le télétravail, c'est comme quand on est à l'entreprise, sauf qu'on va bosser chez soi. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, la culture a changé et tout ça. Et il y a vraiment peu de ressources pour l'instant sur le sujet en français. Et c'est dommage. Bah, tu rigoles, mais c'est dans ma to-do list d'écrire un truc. J'avais commencé à écrire une trame, etc. Voilà, après, ma to-do list a été débordée par d'autres choses. Mais ça a toujours été une envie que j'ai envie de... Ça s'appelait le guide du travail en remote. C'est-à-dire sous mes yeux, là, j'étais allé chercher le projet un petit peu. J'avais fait un petit projet, mais c'est vrai que voilà, il faudrait que je m'y remette un petit peu. Eh ben, écoute, si t'as besoin d'aide ou si t'as besoin de mains supplémentaires, moi je suis motivé pour t'aider à écrire ce truc, parce que je pense qu'il y a... Ça peut être cool d'écrire un truc à 4 mains ou à 6 mains. Ouais, il y a un vrai besoin là-dessus. Non, mais pourquoi pas, avec plaisir. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi que la ressource et de la doc là-dessus, mais c'est très compliqué aussi parce que ça amène vraiment, c'est tellement spécifique à l'entreprise. C'est tellement, comment dire, c'est tellement propre déjà au profil des fondateurs ou des fondatrices de la boîte. Et après, c'est toujours sur l'humain, quoi. Donc en fait, là, tu vas vraiment batailler entre, voilà, comment est-ce que toi tu es, comment est-ce que tu gères tes émotions, comment est-ce que tu as envie de gérer ta boîte, ta culture. Et du coup, ça peut amener aussi des problématiques par rapport à ça, quoi. Mais c'est un enjeu assez complexe, je suis d'accord. Du coup, sur les usages des mondes virtuels, donc on a traité le côté machine à café, création, enfin, entretien de la culture, création d'une culture en distanciel et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres usages particuliers pour lesquels tes clients ils utilisent les mondes virtuels? Il peut y avoir de l'événement. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a deux grands usages pour moi. C'est vraiment le bureau day-to-day quotidien, l'endroit où tu vas aller au jour le jour travailler et avoir ton espace de travail. Et après, tu peux avoir tout le côté événementiel. Et donc, je pense vraiment sur l'événement, que ce soit des salons de recrutement, que ce soit des meet-up, que ce soit des moments de rencontre. Je trouve qu'il y a vraiment des salons, soit des conférences ou des choses comme ça. Ouais. Je pense que ça a vraiment sa place là-dessus, quoi. Parce que moi, je sais pas, l'autre jour, il y avait une captation d'un event qui était sur Zoom. Et moi, ça me saoule de voir Zoom pour accéder à un événement, quoi. Je trouve ça pas agréable, faut télécharger le truc, et tu vois, et même les Google Meet, tu vois. Les conférences ou les tables rondes ou les webinaires sur Google Meet. C'est sympa, mais L'avantage de faire moi j'ai fait beaucoup d'événements dans les mondes virtuels il y a très longtemps sur Second Life. Et l'avantage de faire des événements sur Second Life, c'est qu'on peut avoir, par exemple, le flux vidéo du speaker affiché sur un mur. Second Life était en 3D à l'époque, et toujours en 3D d'ailleurs. Ouais. Mais il y a plusieurs dimensions en fait, parce que tu peux discuter, tu vois les gens qui sont là vraiment, pas juste des caméras qui sont floutées ou qui sont éteintes. Donc tu vois les gens vraiment. Et en plus, tu peux parler soit en privé, soit en public avec un chat. Que tout le monde voit le chat en même temps. Et oui, ça rajoute une dimension. T'as plus l'impression de faire partie d'un truc que sur une réunion Meet. Ah, il y a côté immersion en fait. Ouais. Et tu fais autre chose. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment aussi ce truc de te dire sur un événement virtuel, un monde virtuel, c'est que vraiment si t'as les moyens de faire un truc joli, ce qui vaut pas non plus, tu vois, aujourd'hui, après je vais peut-être mettre des gens à dos, mais aujourd'hui un événement, vraiment produire un événement, on va dire entre guillemets sur un monde virtuel, hors l'abonnement et le coût de l'outil, qui sert à le coût de l'outil. Ça coûte pas 10 000 euros, quoi. Tu vois, aujourd'hui, aujourd'hui, nous, les prestats qu'on a pu faire pour des événements, pour des conférences,
Tu montais c'était des 4 000 euros, des 3 500, des 4 000 euros, mais t'avais une map qui était dédiée, t'avais un espace qui était joli, t'avais un espace qui était personnalisé, un accompagnement derrière, et le but c'était vraiment, quand t'arrives, t'as une immersion, quoi. T'arrives pas dans un mythe. Pour un event, t'arrives, t'as un petit salle d'accueil, t'as une petite personne qui te dit entre guillemets bonjour, t'as des petits logos, t'as un petit chemin joliment décoré, t'as différentes salles, t'as des indications. Enfin, c'est vraiment un truc à vivre, quoi. C'est vraiment une expérience. Et moi, ce qui m'a fait avoir le déclic des bureaux virtuels, ça a été quand Webflow, qui est un outil de code de site web, a fait un hackathon en juin 2020, je crois, non 2021, dans Gazertown. Je suis arrivé dans l'espace et j'ai dit, c'est incroyable. C'est intéressant que tu parles de prix, parce que c'est pas quelque chose dont on parle souvent. Moi d'ailleurs, j'avais aucune idée de combien coûtait Gazer. J'avais été voir l'Emlist à l'époque, l'Emverse pardon, l'Emverse à l'époque où c'était encore commercial, parce que j'ai l'impression que c'est fermé. Bah ouais, moi j'avais une info j'avais fait un call avec la personne qui s'occupait de l'Emlist à l'époque, parce que ça m'intéressait beaucoup de discuter avec eux. Et en fait, on n'a jamais travaillé ensemble parce qu'il n'y avait pas moyen de travailler avec eux. Donc ça dépend un peu. Après, souvent c'est les systèmes d'abonnement. Tu vois, Gazer, entre guillemets, c'est $7 par utilisateur connecté. Donc pas au total, c'est vraiment en ligne au même moment. Là, je suis rentré ambassadeur, donc on a 30%, donc ça revient à $5. Work Adventure, je crois que c'est après, c'est peut-être un peu plus cher. Remoteless, c'est un peu les mêmes prix, donc ils sont tous un peu les mêmes prix, quoi. Tu payes au user, et c'est entre 5 à $10 par user environ. Ok, donc c'est pour l'outil. C'est le même prix qu'un Slack en fait, en gros quoi. En gros, c'est le même prix qu'un Slack. C'est un peu le même prix qu'un Slack, ouais. C'est ça, c'est un peu le même prix qu'un Slack, exactement. Et après, derrière, moi, il y a la Presta que je vends. Aujourd'hui, les Presta, j'ai commencé, tu vois, en tout transparent, je vendais 900 € l'espace de bureau virtuel. Ok. Uniquement la création de l'espace, donc le design. J'ai augmenté mes prix, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, le temps passé, j'étais pas forcément très rentable, et tu sais, c'est un peu le truc où t'arrives, tu m'imprimes, en fait, tu sais, c'est ton prix d'appel, et tu sais pas, et je voulais pas non plus être trop cher, parce que voilà. Et aujourd'hui, les espaces sont entre, donc on a l'espace et des heures d'accompagnement, on a une fourchette qui va de 1750 à 3400, 3500 € environ. Ok. Et la différence de prix, elle joue. Alors, il peut y avoir des prix plus élevés, mais ça, c'est vraiment sur les cas spécifiques où on fait du design spécifique d'espace, on fait du design sur mesure, on va créer des chaises sur mesure ou des bureaux sur mesure pour la boîte, vraiment avec du travail. Mais la différence du prix, elle vaut sur la taille de la map, la taille de l'entreprise et la complexité du client. Voilà. Ok. Mais voilà, j'ai eu des demandes pour des bureaux à 500 € et je leur ai dit franchement, je peux pas, en fait, ça demande trop de travail, j'ai pas envie d'aller dessus bas. Et voilà. Donc c'est un peu un choix aussi. Ce qui est intéressant avec Gazer, mais j'ai un concurrent. Pardon, j'avais juste un truc à finir. J'ai un concurrent qui existe aujourd'hui et il vend ses services à 24 € pour l'espace virtuel. Du coup, mon concurrent mon concurrent, c'est pas un concurrent. C'est pas vraiment un concurrent parce que voilà. Un jour, on m'a dit si tu payes des peanuts, c'est quoi? C'est ça. On m'a dit si tu payes des cacahuètes, attends-toi au singe. Je vois cette expression. En fait, c'est mieux en anglais. C'est if you pay peanuts, you get monkey. Et je trouve cette phrase très bien. Et c'est vrai que voilà, c'est deux manières totalement différentes de travailler, quoi. Et que si les gens se disent payer 25 $ c'est normal pour un espace et moi je vais payer que 25 $, c'est pas forcément des clients que j'ai envie d'avoir non plus, quoi. Et ça, c'est les questions du tarif, elle est toujours très compliquée, quoi. Ouais, non, on est bien d'accord. Et alors déjà, ce qui est important je pense à souligner, c'est qu'en fait, Gazer, typiquement, c'est gratos. Donc tu peux avoir jusqu'à 10 personnes gratuits, donc c'est-à-dire que tu peux essayer assez facilement pour te rendre compte de ce que c'est qu'un monde virtuel. Et ça, je pense il y a même une offre sur 30 jours où tu peux aller jusqu'à 50 personnes jusqu'à 30 jours. Ah, ok. Donc en fait, tu fais même des offres de test maintenant. Ouais, donc tu peux tester gratuitement et après ça te plaît, tu pars de l'accompagnement ou alors t'es même pas obligé de passer. Après c'est pas forcément, mais tu vois, si t'as envie de le faire solo, tu peux totalement, quoi. Tu crées ton espace en 2 clics, ces choses-là. Ouais, c'est ça en fait. Pour expliquer un petit peu, moi je l'ai fait hier. C'est vraiment tout bête. En 3 clics, t'as un espace. Tu peux choisir entre différents thèmes d'espace. Tu peux rajouter ton logo, 2-3 personnalisations vite fait. Et t'as un espace jusqu'à 10 personnes que tu peux tester. Donc, s'il y a des gens qui écoutent le podcast et qui veulent tester, vous pouvez aller sur gazer.town et vous testez ça super rapidement. Et du coup, toi, ce que tu fais, c'est que tu viens rajouter de la personnalisation et tu viens créer un peu des bureaux. C'est toujours dans cet esprit de rajouter la culture d'entreprise, j'imagine. Ouais, totalement. En fait, on vient sur la partie design des espaces de A à Z. Donc en fait, au lieu d'avoir des maps, tu vas avoir ton bureau à toi avec tes couleurs, tes logos, tes infos, et vraiment ta map spécifique. Et après, la grosse value qu'on a, c'est plutôt sur le côté coaching, c'est qu'on va t'accompagner sur comment est-ce que tes équipes elles vont adhérer, comment est-ce qu'elles vont rentrer, comment est-ce que tu vas faire pour les convaincre, qu'est-ce que tu vas créer, et c'est quoi tout l'apprentissage et le savoir qu'on a pu tirer depuis un an de travail dessus. Et après, tous les conseils, on a un peu de doc, on a les trucs qu'on livre aux clients. Donc on est vraiment sur l'accompagnement en fait de la prise en main de l'outil.
Okay. Parce que faire rester les gens sur l'outil, c'est plus compliqué que ça a l'air, quoi. Ouais, c'est ce qui est le plus important. J'en ai fait les frais sur plein de trucs. Ouais. C'est qu'en fait, c'est bien d'avoir un bureau virtuel, mais si t'es tout seul dessus, alors que vous êtes 10 dans la boîte, en fait, ça va pas. En fait, c'est pour éviter surtout que ça devienne un outil comme un autre, ou alors l'outil en plus. C'est ce truc de dire on a trop d'outils. Et en fait, te dire bah non, en fait, t'as pas trop d'outils. Juste c'est un truc en plus qui va changer ta vie, quoi. Et ça va pas être l'outil en plus. Ça va être l'outil qui va changer ta vie à distance. Enfin, changer ta vie un peu fort, mais qui va changer comment tu vas gérer ton travail à distance. Ok. Du coup, qu'est-ce que d'après toi il manque? Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer dans les mondes virtuels? Pourquoi, toi, typiquement, aussi une question que moi je me posais, c'est pourquoi un univers virtuel en 2D et pas en 3D? On parlait tout à l'heure de sentiment d'immersion, de quelque chose d'immersif. En 2D, on est beaucoup moins immersif qu'en 3D. Tu vois, est-ce que tu vois encore des pistes d'amélioration? Est-ce que tu sais si Gazer par exemple ou un autre est en train de bosser pour améliorer telle ou telle feature? Comment tu vois le futur un peu proche de tout ça? Bah sur le 2D, enfin je répondrai en deux temps, c'est que sur le 2D 3D pour moi il y a vraiment une différence, c'est que alors avant j'appelais ça du métavers. Maintenant j'ai arrêté d'appeler ça le métavers parce qu'un jour j'ai fait présenter un projet devant Bouygues Télécom. Il y avait beaucoup de gens, dont des personnes plus âgées. Et dès que j'ai dit métavers, j'ai perdu toute l'audience. Parce que pour eux, le métavers, c'était Mark Zuckerberg, des gens qui n'ont pas de jambes. Donc voilà, donc maintenant, je parle de bureau virtuel en 2D. J'ai dégagé métavers de tout un truc, parce qu'aujourd'hui, quand tu parles le métavers, tout le monde te tire dessus. Enfin, tu te tires pas dessus, mauvaise expression. Tout le monde se moque de toi et tout le monde te dit ça sert à rien, c'est pas intéressant. Pour moi, les mondes en 2D, les mondes virtuels en 2D, sont faits pour le côté productivité. Moi, quand je viens, j'utilise Gazer, j'ai envie d'utiliser ça comme un site, j'ai pas envie de passer 3 heures dessus à me dire voilà, je peux aller explorer tout le monde, etc. Je fais un petit tour sur 2D, mais c'est avant tout des mondes de productivité. Là où pour moi la 3D, ça reste des mondes de divertissement. Et j'ai utilisé des services en 3D que je trouve très chouettes. Déjà, il faut un bon PC pour les faire tourner. Ça demande quand même d'avoir une belle config à la maison pour les faire tourner, parce que quand t'as un ordi pas ouf, et comme il y a beaucoup de gens, alors si vous avez des Mac M1, M2, force et bravo. J'aimerais beaucoup avoir M2, mais j'ai toujours des vieux Mac. Quand je vais sur l'échelle 3D, mon ordi souffle. Déjà que les Macs ça souffle beaucoup, mais alors là, ça souffle encore plus. Il faut une bonne connexion Internet. Et donc ça amène déjà un frein à l'entrée qui est d'avoir une bonne configuration, d'avoir un bon ordi, etc. Là où sur Gazer, ou sur des mondes, ou sur du Remoteless, du Work Adventure, c'est comme un mythe. Ça va bouffer un peu plus de CPU, évidemment. Mais ça va être simple. Quand t'arrives en 3D, bah voilà. Et en fait, surtout, j'ai testé des trucs en 3D. Et je sais pas, j'ai pas été non plus si immersif que ça. Tu vois, j'ai toujours ma navigateur Chrome. J'arrive dessus, ok, je suis en 3D, je me balade, mais en fait, c'est pas beau. Je sais pas. Non mais après il y en a qui sont jolis. Hein. Mais toi, ce que je veux dire, c'est que je sais pas. En fait, moi, je suis un gros joueur de jeux vidéo, tu vois. Donc c'est un truc aussi. Pour moi, le 3D, ça amène aussi aux jeux vidéo, etc. Mais je vois pas forcément la plus-value en fait de la 3D par rapport à la 2D. Parce que si vraiment je veux de l'immersion, je prends un casque de réalité virtuelle, tu vois. Pour moi, il y a vraiment ce côté-là. Mais c'est vrai que je sais plus, il y avait. Après, je vais pas dropper insulter les boîtes, parce que je respecte toutes les boîtes et tous les trails. Mais c'est vrai que je suis allé faire une réunion dans un truc en 3D. Déjà, ça laguait. J'étais en mode chiant d'être à 20 FPS. Et ensuite, je sais pas, j'ai pas trouvé l'intérêt de fou d'avoir un truc en 3D. Mais c'est peut-être après, c'est peut-être très perso, hein. Mais je sais pas, je me suis pas dit, je vais avoir un bureau là-dedans, quoi. Ou j'ai envie de passer ma journée là-dedans, quoi. Comme, je pense pas qu'aujourd'hui on peut passer notre journée avec un casque de réalité virtuelle sur les yeux, quoi. Moi, j'en fais 2 heures avec des amis pour jouer. Après, j'ai envie d'aller vomir et puis basta, quoi. Mais et surtout la batterie tient pas. Mais voilà, juste peut-être le jour où ce sera juste une petite paire de lunettes qu'on met tranquille, on pourra passer plus de temps. Mais donc voilà pour la 2D et la 3D. Donc je pense vraiment que sur le point de vue, être un accompagnement, pas à casser ta productivité et être un peu ce côté de j'ai mon gazer à gauche, je vois les gens qui se baladent. Ça reste un peu joli, un peu 8 bits, un peu 2D, un peu joli, mais c'est quand même pour le travail. Donc ça, je pense ça hyper important. C'est pour ça que je fais la diff entre la 2D et la 3D. Pour moi, 3D, c'est plutôt divertissement. Là où 2D, c'est plutôt productivité. Après, peut-être que dans un an, je changerai ma position. Hein. C'est juste par rapport au ressenti que j'ai aujourd'hui par rapport à ça. Et sur l'aspect des fonctionnalités qui arrivent, en fait, j'ai signé un NDA en anglais avec Gazer, mais je sais pas à quel point il couvre tout ça. Mais je vais te dire ce que j'aimerais bien qu'il arrive, sans dire ce qui arrive. Ça, tu vois. Ce que j'aimerais bien qu'il arrive dans les mondes virtuels en règle générale. On va dire dans les outils. Donc, on va englober Work Adventure, Remoteless, Gazer, Lemverse. Je trouve qu'il y a un truc qui manque, c'est l'enregistrement d'écran, qui serait très chouette à avoir, donc le fait de pouvoir enregistrer tes réunions. Des choses qui vont peut-être arriver dans différents outils, mais je trouve ça quand même assez cool de pouvoir te dire, je record ma réunion. Il y a quand même un bon travail à faire sur les perfs,
parce que enfin, c'est pas non plus aussi fluide que ça demande quand même d'avoir une connexion. Donc ça, je pense que les perfs, ça demande aussi un peu d'être amélioré. Il y a aussi cette côté accessibilité, application mobile. Il y a des outils qui le font mieux que d'autres. Mais c'est vrai que quand tu es à distance sur téléphone, t'aimerais bien arriver et avoir un système que tu peux choisir. Je crois que Remoteless, ils ont une application maintenant un peu mobile qui fait un peu ce système-là. Donc ça, c'est vraiment un truc assez pratique que je trouve à avoir. Après, je sais pas. En vrai, toi, je sais pas trop. Après, si une API un peu plus sympa. Il y a les outils qui ont des API un peu plus cool, mais ce serait cool d'avoir des API dans lesquelles tu peux le trigger un peu les choses, venir connecter un peu des petites choses. En fait, je me dis que ce serait bien d'avoir un modèle un peu sandbox, un peu à la, comment ça s'appelle? En plus, je vais prendre un truc en 3D, donc un peu à la Arma ou à la Garry's Mod. Peut-être ça parlera aux gamers et aux gameuses qui nous écoutent. Ce sont un peu des outils un peu sandbox, de création de jeux vidéo, où tu peux vraiment créer des modèles, etc. Ça pourrait avoir ce côté intéressant d'avoir un peu plus de liberté. Après, le problème, c'est qu'évidemment, ça reste des SaaS. Donc, je pense que c'est pour ça que Work Adventure, qui est notamment en open source, quand c'est dev, tu peux faire plus de trucs. Mais je me dis qu'il y a quand même des petites choses qui pourraient arriver ou qui pourraient être pratiques. Notamment, je sais plus, une fois, il y avait une question d'une personne qui voulait avoir un système qui crée des salles de réunion via, entre guillemets, une API, avec le logo de la personne, aux couleurs de la boîte, et avoir un peu ce système un peu d'automatisation autour de ça. Ou alors d'intégrer, je sais pas, là, c'est la grande fame, le chat GPT, mais intégrer des choses comme ça autour. Enfin, je me dis qu'il y a quand même des trucs, pas mal de connexions entre l'outil et notre service à côté. Ok. Ou se dire, tu vois, par exemple, tu rentres dans l'espace, t'as une petite notification Slack qui dit, il y a telle personne qui est dans tel espace, quoi. Ça peut être chouette aussi d'avoir ça, quoi. Ouais. Mais je pense que ce que j'attends le plus, c'est l'évangélisation, la démocratisation des usages. Ça, c'est un truc un peu plus global, mais je pense que le plus complexe aujourd'hui, c'est que des entreprises ne se rendent pas compte qu'elles ont ce besoin d'avoir des bureaux virtuels, parce qu'elles ne savent pas que ça existe, ou alors parce qu'elles se disent que c'est pas forcément intéressant, et du coup, ça crée, il y a quand même un besoin, sauf qu'elles se rendent pas compte, en fait. Ouais, alors ça c'est compliqué parce que, comme je te disais la première fois qu'on s'est rencontrés, moi je faisais ce que tu fais là avec Second Life, exactement la même chose. C'est-à-dire que je mettais en place des bureaux, j'expliquais aux gens que pour télétravailler dans un monde virtuel c'était plus facile et tout ça. Et donc mon activité a cessé avec la chute de Second Life évidemment. Mais ça marche encore un peu Second Life, non? Ouais, enfin, c'est toujours actif. Ouais, ça continue à marcher. Ouais. Mais en fait, il y a eu un vrai buzz, ça devait être 2008-2010, quelque chose comme ça. Et puis après, il y a eu... J'étais trop jeune, je pense, pour... ouais, il y a eu... C'était un peu comme les métaverses maintenant, sauf que le buzz avait duré un peu plus longtemps. Donc il y a une époque où tout le monde voulait essayer, il y avait des vrais usages. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est les mêmes usages. C'est la formation, la machine à café, les événements, c'est toujours la même chose. Et à l'époque, on disait que l'évangélisation des usages était difficile parce que c'était trop compliqué à prendre en main, que ça demandait trop de ressources et tout ça. Et en fait, c'est marrant parce que tu vois, 10 ans ou 15 ans après, on a toujours le même problème. C'est un peu compliqué à prendre en main, tout le monde n'y arrive pas. Il faut encore une machine plus performante, alors qu'on a les machines qui sont, je sais pas combien de fois plus performantes que ce que j'avais en 2008. Donc, je pense que moi j'ai l'impression, si tu veux mon avis sur la question, que ça restera toujours niche en fait, que ça se démocratise petit à petit, mais que ça restera toujours un peu niche. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait, qui se contentent, on va dire, d'un Slack ou d'un truc comme ça. Non, mais c'est vrai, mais c'est marrant parce que ça veut dire qu'en fait les usages, en fait, on est toujours dans une même boucle, en fait, dans une boucle qui va tourner au fur et à mesure, quoi. On répète nos erreurs, nos trucs, mais après, si tu vois, moi, je sais pas comment dire, moi j'ai pas d'enjeu. Moi, je compte pas créer une grosse boîte, j'ai pas envie d'avoir un truc gigantesque. Aujourd'hui, j'ai pas de salariés, je n'ai pas forcément envie d'en avoir. Donc, j'ai envie de dire, si demain, les boîtes de bureaux virtuels se pètent la gueule, je serais triste parce que c'est un truc auquel je crois et toi, mais j'ai pas d'enjeu financier ou business autour de ça. Même si j'ai envie de développer ça, j'ai pas envie d'en faire une multinationale ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que je pense que pour voir les retours d'expérience des gens qui utilisent, je pense vraiment que ça a un impact et que ça a vraiment un intérêt, quoi. Ah, ça c'est sûr. Et quand t'es en remote, ne pas en avoir, en tout cas quand t'es en remote, ne pas en avoir une, tu passes à côté de quelque chose, quoi. Ouais. Et ça, j'en suis certain, quoi. Ouais. Je suis convaincu aussi. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Quel conseil je finis toujours le podcast avec à peu près la même question. Quel conseil tu donnerais à une entreprise qui tu vois est en remote depuis toujours ou qui veut se lancer en remote
genre une petite startup qui veut se lancer et qui se dit bon, c'est bon, j'ai mon Slack, mais il manque un truc. J'aimerais bien mettre en place un monde virtuel. Quelles sont les étapes? Quel truc choisir? Tu vois, comment tu mets ça en place? Juste une rapide, un rapide balayage des bonnes pratiques en fait. Je pense que si tu veux lancer ta boîte en remote, moi ce que je conseillerais c'est de lire les guides. Je les ai plus, enfin on pourrait mettre les liens en dessous, mais je pense que ça c'est vraiment un truc hyper important de lire ce qui existe et les retours d'expérience des gens qui ont essayé de faire ça et surtout qui donnent leurs conseils par rapport à ça, parce que c'est pas si simple que ça d'avoir une boîte en remote et de gérer une boîte en remote surtout. Je pense que c'est plus un challenge que d'autres choses. Parce que je me reconnais que j'arrive plus à retrouver, mais je crois qu'il y a Zapier, GitLab, Dropbox. Il y en a pas mal qui ont été faits quand même. Dropbox, je crois. J'essaie de trouver en même temps, j'essaie de meubler en même temps que je retrouve ça. Mais c'est vraiment des puits de savoir, quoi. Il y a des gens qui ont passé leur temps à venir poser des questions et à les gratter là-dessus. Donc c'est vraiment des ressources de fou. Ouais, il y a Teamflow qui a fait un guide, GitLab, Zapier, les New York Times, Trello et Team Building Remote aussi. Et Dropbox. Donc il y a vraiment pas mal de choses autour de ça. Vraiment très chouette. Donc si t'as envie, lis ça. Et après, sur la question des bureaux virtuels, c'est une bonne question. En fait, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de poser les questions directement aux gens avec qui tu travailles, à tes salariés, de dire ok, est-ce qu'aujourd'hui vous aimeriez, est-ce qu'il y a quelque chose qui, en fait, je pense qu'il faudrait faire un petit sondage sans non plus apporter la question du bureau virtuel. Genre, comment est-ce que vous vous sentez? Peut-être, pourquoi pas faire un truc anonymement, parce que c'est un truc que j'essaie de créer là dont on parle, mais de créer un petit formulaire anonyme. On dit ok, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu te sens qu'il y a un manque d'interaction? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu te sens bien, etc. Et avoir un peu de ces feedbacks comme ça, sur cette notion de distance, de remote, de sentiment de solitude, de productivité, d'interaction. Et que si tout se passe bien, et ben tout se passe bien. Je pense que si dans la boîte ça se passe, ça sert à rien d'y aller, vous pouvez tester, mais je pense que ça peut répondre à un écueil. Et après, je pense que le premier truc, mon vrai conseil, c'est si vous avez des réunions que vous n'avez pas besoin d'enregistrer, qui sont des points d'équipe, etc., allez les faire dans GatherTown. Commencez par ça. Commencez par faire toutes vos réunions dans un monde virtuel. Ça changera pas grand-chose. Ça changera un truc, c'est que vous aurez un seul lien pour toutes vos réunions. L'intérêt, c'est quoi? T'as besoin de rejoindre une réunion, tu sais où sont les gens. Les gens sont en réunion, tu sais comment les avoir. T'as toujours un même lien, qui est toujours le même lien, et tu y vas, t'as des salles de réunion. Ça se crée en 3 clics, tu vas faire tes réunions là-bas. Et au fur et à mesure, venez, on reste un petit peu. Venez, chacun va à son bureau. Et en fait, je pense que le faire rentrer par les réunions, c'est hyper pratique. Mais après, par contre, je dis pas qu'il faut faire des réunions. Faites le moins de réunions possible si vous pouvez. Voilà. Je dis ça parce que n'ayez pas trop de réunionites. Moi, j'essaye vraiment d'avoir le moins de réunions possible. Mais voilà, si vous pouvez ne pas vivre en réunion tout le temps, c'est bien aussi, quoi. C'est marrant, ça. Donc c'est pas parce qu'il y a Gazer qu'il faut faire plus de réunions, quoi. Pourquoi est-ce que tu considères que la réunion, tu considères que c'est parce que c'est l'usage le plus facile ou c'est parce que c'est l'usage qui t'apporte le plus de bénéfices tout de suite? L'usage le plus facile. Parce qu'en fait, tu dis, demain, quand tu fais des réunions à distance, tu vas te connecter à un Meet, et en fait, remplacer un Meet par un Gazer, ça n'a pas forcément un impact très fort. Et en fait, c'est le moyen le plus rapide de prendre en main l'outil et que les gens commencent à se familiariser avec l'outil. Ok. Parce que dire aux gens, allez passer une journée entière sur un bureau, ça peut être un peu lourd. Dire aux gens, voilà, à partir d'aujourd'hui, on fait des réunions dans GatherTown. Ok. Tu commences à faire tes réunions, t'arrives, tu vois l'interface sympa. Et là, à la fin d'une réunion, tu dis, moi, je vais rester. Il faut qu'il y ait une personne qui prenne un lead. Enfin, évidemment, si c'est bien d'avoir quelqu'un qui prend le lead. Pardon, sur cette notion-là, et d'avoir une personne qui prend le lead et que là, moi aujourd'hui je vais rester là cet après-midi. Si vous voulez rester avec moi, venez, on reste, on travaille. On a besoin de bosser ensemble. Viens, on va bosser ensemble là-dessus. Viens, on s'appelle pas et on va dans Gazer, tu vois. Et je pense qu'avoir ce réflexe-là, ça peut être chouette aussi. Ça marche. Bah écoute, merci Stanislas. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu vois des trucs à ajouter. Non. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait très. Bah écoute, merci à toi. Et je mettrai les liens à la fois de ta boîte et les liens dont on a parlé en description. Donc comme ça, si vous voulez aller checker la boîte de Stanislas ou si vous voulez tester Gazer, je mets tout en description. Merci beaucoup. Il y a un truc que je trouve drôle à faire. Pardon, j'allais arrêter. Il y a un truc que je trouve drôle à faire. Il y a pas d'espace commentaire sur les podcasts. Non. Parce que moi, il y a un truc que je trouve drôle et que j'avais fait à un moment, c'est que je disais souvent aux gens, n'hésitez pas de mettre un emoji sushi sous le post ou sous le podcast. Comme ça, si les gens l'écoutent jusqu'au bout, tu le sauras. Voilà. Si jamais vous écoutez jusqu'au bout, n'hésitez pas à aller sur le post LinkedIn de Xavier qui parle du podcast et de mettre un emoji sushi. Juste l'emoji sushi, rien d'autre. Ça, on se reconnaîtra entre personnes qui sont jusqu'au bout des podcasts. Ça marche. Merci beaucoup. Salut. Merci encore.
Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.